Cette saison de Crimes oubliés est produite en partenariat avec Detective Box, de vraies enquêtes criminelles immersives à jouer en famille ou entre amis. Je vous en reparle en fin d'épisode. En 1969, le gang de la vallée de la Saône sévit déjà depuis plusieurs années sur Lyon et ses environs. Edmond Vidal, alias Momon, est un jeune homme appartenant à la communauté gitane, déjà passé avec ses amis par la case prison et qui souhaite se ranger. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec un homme qui l'impressionne par son intelligence et ses capacités, Joanny Chavel, que tous appellent le Gros Jeannot. Entre son passé de petit ferrailleur qui ramène à peine de quoi manger à la maison et ce que lui font miroiter les rois de la pègre lyonnaise, le choix est vite fait et à peine sorti de prison, Momon décide de reprendre les casses, cette fois dans la cour des grands. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du gang des Lyonnais. Comme je vous le disais dans le premier épisode de cette saison, le Gros impressionne beaucoup Momon, comme il a d'ailleurs impressionné son ami Christo par le passé. Le Gros Jeannot a 35 ans, il a fait la guerre d'Algérie et en est revenu avec le grade de caporal-chef. Mais il ramène surtout de là-bas une tripotée de compétences militaires qui serviront à ses différents gangs pendant de nombreuses années. Maniement des armes, lecture des plans et des cartes, organisation des hommes, la panoplie du parfait militaire, mais surtout du parfait gangster. Le vrai leader du gang de la vallée de la Saône, c'est lui. Il a une très solide réputation dans le milieu de la pègre, notamment lyonnaise, et il s'est fait rapidement repérer par le parrain que j'ai mentionné au début du premier épisode, Jean Auger. Lui, c'est différent, c'est le big boss, si vous voulez. Il traîne dans des milieux qui sont connus pour être particulièrement flous, la pègre et la politique. Auger aussi est un vétéran de la guerre d'Algérie et il est engagé auprès du SAC, le service d'action civique. Ce n'est pas un parti politique à proprement parler, mais une association au service du général de Gaulle, fondée en 1960 et qui continuera ensuite de rassembler les successeurs gaullistes. Pour info, cette association dont on ne connaît pas très bien les contours sera dissoute en 1981 après une série de meurtres, notamment la célèbre tuerie d'Auriol. Bref, Jean Auger est donc un parrain mi-gangster, mi-politique. Et cette association, elle a besoin d'argent pour fonctionner. Ça tombe bien parce que trouver de l'argent, lui, c'est son dada. Dans sa pègre lyonnaise, il y a plusieurs branches. Drogue, proxénétisme, vol, cambriolage et maintenant braquage, depuis le début des années 60. Ce sont ces braquages qui viennent financer en grande partie le retour du gaullisme pur et dur et qui, par la même occasion, permettent aux membres du SAC de décrédibiliser le communisme dès que possible. Et pour que cette branche fonctionne, il faut des gars sûrs, fiables, bons dans ce qu'ils font et qui se fondent dans la masse. C'est comme ça que Jean Auger recrute dans les années 60 le Gros Jeannot et un autre homme, Nicolas Caclamenos, alias Nick le Grec. Et derrière, le Gros enrôle un certain Patrick, dont je vous ai aussi parlé tout au début de la saison. Et voilà, la boucle est bouclée, c'est le gang des Lyonnais, première génération. Quand il se revoit à Bourg-en-Bresse par hasard, le Gros demande à Momon son contact et lui dit qu'il l'appellera pour lui faire intégrer son groupe. Et puis un jour, le téléphone sonne et au bout du fil, c'est bien le Gros qui lui donne rendez-vous dans un bar un peu isolé. Accoudé au comptoir, il y a notamment le fameux Patrick. Ce n'est bien sûr pas son vrai nom, et Momon s'en doute, mais il se lie d'amitié immédiatement avec cet homme, un peu plus âgé que lui, qu'il trouve particulièrement discret, posé, intelligent, charismatique, bref, tout ce qu'il faut pour être un bon braqueur a priori. Là, le Gros explique à Momon comment ça se passe dans le gang des Lyonnais. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'entre eux, ils étaient honnêtes et transparents. On te donne les infos importantes, si tu veux en être, tant mieux, sinon tu peux repartir la tête haute, tranquille. Le Gros balance donc les consignes. Dans le gang des Lyonnais, présidé au moins logistiquement par Jean Auger le parrain, tout est coupé en deux.
Tout le butin, j'entends. Eh oui, n'oubliez pas à quoi sert le pognon, à financer les actions et les campagnes du SAC. Donc, c'est 50% pour ceux qui font les casses et 50% dans la poche d'Auger et ses copains politiques. Comment vous dire que Momon n'est pas très chaud? Mais c'est le deal, et surtout quand il parle des magots à récupérer, le gros ne parle pas en centaines ou en milliers, mais en milliards. Alors attention, à l'époque on parle beaucoup en centimes, donc milliards de centimes, mais ça fait quand même des millions de francs, et c'est plus que ce que Momon a pu même imaginer dans ses rêves les plus fous. L'appât du gain aidant, les deux hommes se serrent la main, et Momon démarre sa carrière dans le gang des Lyonnais. Début 1970, pour son premier casse officiel avec les meilleurs braqueurs de la région, Momon se retrouve chauffeur. Normal, c'est le petit nouveau. Guettant dans une estafette volée des convoyeurs qui récupèrent la paye des employés d'une usine, les gars arrivent à récupérer une mallette contenant pas moins de 150 000 francs. Momon ouvre de grands yeux, la chance tourne. Puis ils enchaînent sur un second braquage à Mâcon, où le chauffeur c'est cette fois un certain Nick le Grec, dont Momon a déjà entendu parler. Lui a la quarantaine bien tassée, a participé à de multiples braquages et n'a jamais passé une nuit en prison. Pas une seule. Il est connu pour être une véritable anguille et ne jamais se faire attraper. Ce deuxième coup est une réussite. Et comme ça, ils se font la main tous ensemble durant toute l'année 1970 pour se perfectionner. D'abord, ils procèdent toujours à des repérages, nombreux et précis. Ils reviennent sur les lieux plusieurs jours de suite, habillés avec des vêtements toujours différents et se fondant dans la masse. Une fois que les repérages sont faits, ils préparent à proprement parler le coup. Pour ça, ils étudient chaque itinéraire possible pour leur repli. Notent toutes les routes secondaires afin de contourner les grandes villes et éviter les gendarmeries. Ils volent aussi des voitures, des mois à l'avance parfois, les maquillent et les placent à des points stratégiques pour en faire des voitures relais lors des replis. Et enfin, il y a les braquages en eux-mêmes, où ils sont très souvent déguisés en messieurs tout le monde, grimés le plus possible, avec des postiches, des perruques, des fausses barbes, des moustaches, du maquillage. Et puis parce que c'est inévitable pour intimider et dissuader tous ceux qui voudraient les suivre, ils sont très lourdement armés. Malgré ce qu'on peut penser, leur but avec toute cette préparation, c'est bien sûr de ne pas se faire attraper, mais surtout de ne pas avoir recours à la violence. Durant 1 an, ils préparent tous méticuleusement ce que Jean Auger appelle la grande affaire, dont il part d'ailleurs le moins possible. En attendant le bon moment pour la lancer, cette grande affaire, ils multiplient les casses pour s'entraîner et apprendre de leurs erreurs. Auger, lui, ne participe jamais autrement qu'à travers la logistique. Il fournit les bons plans, les tuyaux, les armes et les cartes. Pour la grande affaire, justement, celui qui est officiellement aux manettes, c'est le gros. Il est en charge de tout préparer, des repérages, d'étudier le terrain, de recruter les bons gars au bon poste et surtout de ne pas foirer. La mission est assez simple en apparence, braquer 5 employés et 4 policiers qui les accompagnent à Strasbourg. Jean Auger leur balance le montant du butin potentiel, 20 millions de francs. Ce ne sont plus des étoiles qu'ils ont dans les yeux, ce sont des planètes entières. Évidemment, moitié du magot pour ceux qui font le coup, moitié pour le parrain. Au cas où ça tourne mal, ils doivent absolument savoir se débrouiller avec un pistolet dans les mains, donc pour ça, les gars s'entraînent dans une forêt à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. Mitraillettes, fusils à crosse, canons sciés, gros calibre, ils s'essayent à tout. Impossible pour eux, même bien préparés, de partir commettre le casse de Strasbourg sans s'être fait la main ailleurs. Pour s'entraîner une dernière fois, comme une grosse répétition générale, ils ciblent le 23 décembre 1970 l'hôtel des postes de Chambéry. Pour ce braquage, 5 minutes. C'est ce qu'il leur a fallu pour dérober 2,2 millions de francs.
C'est bien, c'est clair, mais ça n'a rien à voir avec ce que leur promet le casse de Strasbourg. Ils peaufinent donc leur stratégie, leur tactique, notent toutes les erreurs qu'ils ont faites et qui ne passeront sûrement pas le jour J. Début 1971, ils tentent le coup une première fois. Ils se planquent dans un fourgon devant la poste. Au moment opportun, le gros se précipite dans la cour intérieure pour voir le nombre de sacs transférés par les convoyeurs. 3. C'est trop peu, ce n'est pas ce qui était prévu. Il décide donc de repousser le casse à la fin du trimestre suivant, le moment où, normalement, le magot sera le plus juteux. En repérage à Strasbourg avec le gros, Momon et Patrick trouvent le casse bien trop dangereux. Il manque vraiment quelque chose pour leur faciliter la tâche. Alors, ils cherchent une idée lumineuse pour entrer dans l'hôtel des postes de Strasbourg sans se faire choper à coup sûr, histoire d'y aller un peu plus serein. Ils enfilent des blouses de serrurier et rentrent 2 jours dans l'hôtel des postes pour repérer l'endroit de l'intérieur. Momon voit au 2e étage une petite fenêtre qui semble facile à ouvrir, et pour lui, c'est la faille qu'il cherche. Ni une ni deux, quelques nuits plus tard, il revient avec Patrick et descend en rappel du toit du 4e étage pour se faufiler par cette lucarne qui donne sur des toilettes. Il ouvre ensuite facilement en bas à son ami Patrick. Dans l'établissement, il tombe sur une porte condamnée qui donne sur la rue. Trop facile. Au lieu de changer la serrure pour en avoir la clé, Patrick décide d'être un peu plus malin et surtout de les mettre à l'abri de tout imprévu. Il rachète le même verrou pour le poser à la place de l'ancien et en retire tous les piliers à l'intérieur pour que n'importe quelle clé puisse l'ouvrir. Eux, comme les postiers, pourront l'ouvrir si besoin et sans se douter de rien. Quant aux membres de l'opération, ils volent des estafettes, les maquillent, les postent à des endroits précis avant le jour J. Puis ils volent un camion-citerne de paysans qu'ils ont maquillé lui aussi pour passer inaperçu aux yeux des autorités. Ils l'aménagent pour que tous les participants du hold-up puissent y tenir. Ce sera un des derniers véhicules relais. Le 30 juin 1971, c'est le jour J, le jour où l'hôtel des postes de Strasbourg reçoit le salaire de milliers de personnes et les redistribue. Nick Le Grec conduit une camionnette avec à son bord les 4 braqueurs en chef, dont Momon et Patrick, et 3 autres prêts à intervenir en cas de pépin. Nick Le Grec descend seul, va se poster à l'angle de la rue, de façon à voir arriver le convoi qui transporte l'argent dans la cour de la poste. Les 7 autres restent à l'attendre sagement dans la camionnette pendant 1 heure. Les 4 qui vont entrer et braquer les postiers sont déguisés en serruriers, avec de simples blouses de travail bleu-grise, et se dirigent tranquillement vers l'hôtel des postes dont ils possèdent maintenant les clés. Il est encore trop tôt, les policiers qui escortent doivent partir 3 ou 4 minutes après avoir emmené les convoyeurs dans la cour. Les braqueurs savent tout, et ils ont tout calculé à la minute près. Nick Le Grec, lui, vient carrément se garer en face de leur sortie de fortune, prêt à décoller. Momon, Patrick et leurs 2 camarades se glissent donc dans l'hôtel des postes, 2 par 2, et croisent pas mal de trieurs qui ne font pas attention à eux. Au fond du couloir, dans la cour, les postiers serrent la main aux policiers qui les ont escortés. Momon et les autres temporisent le temps que les policiers armés décollent, puis ils foncent droit sur les postiers qui poussent le chariot contenant l'argent. C'est le moment qu'ils choisissent pour les braquer. Les postiers, qui n'avaient pas fait attention à eux, prennent d'abord ça à la rigolade, comme si c'était une blague. Mais ils déchantent très vite, en voyant les armes. 2 d'entre eux essaient d'alerter des trieurs et des collègues, mais quelques coups de crosse de pistolet bien fermes les calment direct. Tout va tellement vite que les trieurs n'ont pas le temps de voir le braquage, ou même juste de se rendre compte de quoi que ce soit. Les 2 complices poussent déjà le chariot vers la sortie, Patrick et Momon les couvrent au cas où. 5 minutes, c'est tout. 5 minutes et le magot est entre leurs mains dans la camionnette qui quitte déjà les abords de la poste. « 11,6 millions de francs de l'époque, un record national. Personne ne les suit, ils respectent le code de la route et s'arrêtent même au feu rouge.
L'alerte est donnée à 9h30 et des barrages de police sont mis en place directement, mais les gangsters sont déjà loin de Strasbourg. Et au sud de la ville, ils se séparent dans des voitures relais en direction des Vosges. Puis avant d'entrer dans les Vosges, ils changent encore pour se retrouver dans le fameux camion-citerne aménagé. Hors de danger, ils allument la radio. Les journalistes parlent déjà du casse du siècle, le plus gros braquage jamais réalisé en France. Mais évidemment, plus il y a d'argent en jeu et plus les esprits et les jalousies s'échauffent vite. C'est ça qui créera la première fissure dans ce groupe maintenant historique. Se font-ils attraper ? Que sont-ils devenus ? C'est ce que je vous raconterai dans le 3e et dernier épisode de cette saison de Crimes oubliés consacré au gang des Lyonnais. Vous avez aimé cette histoire ? Poursuivez-la dans Ciao Bella, la nouvelle enquête de Détective Box. Partez sur les traces du gang de la Horde qui vient de réaliser un casse de 5 millions d'euros dans l'un des plus grands casinos de Monaco. Votre mission ? Identifier et attraper les membres du gang avant qu'ils ne s'évaporent dans la nature. Et parce que cette saison est en collaboration avec Détective Box, profitez de 10% sur le site detectivebox.com avec le code CrimesOubliés10. Je vous glisse le lien dans les notes de cet épisode. Un conseil, ne laissez pas cette opportunité vous échapper.